le contenu de ce cours. Le contenu de ce cours, vous voyez ici, il y a deux parties, analyse numérique et algorithmique, c'est l'intitulé du cours d'ailleurs. Bon, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur l'analyse numérique, faute de temps pour pouvoir aborder la partie algorithmique entièrement. Nous allons voir quelques exemples et une petite introduction pour l'algorithmique, mais nous allons focaliser notre travail sur l'analyse numérique. Ben, aujourd'hui, je vais commencer par une petite introduction générale, c'est ce que je suis en train de faire. Après, nous allons parler un petit peu de l'arithmétique des ordinateurs, les écritures de nombres dans différentes bases. C'est une introduction qui prépare les étudiants à comprendre l'analyse numérique, qui est une discipline mathématique, mais différente. Après, nous aurons 4 chapitres. Nous aurons un premier chapitre sur les zéros des fonctions non linéaires. C'est quoi les zéros des fonctions? C'est la solution, la résolution de l'équation f de x égale à 0. F de x égale à 0, f est une fonction quelconque. Ce n'est pas toujours possible de résoudre cette équation avec un calcul mathématique exact. D'où le recours à l'analyse numérique pour avoir pas une solution exacte, mais une solution approchée. Mais pour des étudiants sciences physiques ou bien sciences appliquées en général, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que même si vous faites la résolution exacte d'une équation et vous trouvez que la solution, c'est racine de 2. Est-ce que vous allez donc utiliser racine de 2 comme dans vos mesures? Évidemment, non. Vous allez considérer une valeur rapprochée pour une longueur racine de 2. Bon, vous n'allez pas mesurer racine 2 avec une règle, mais vous allez considérer une valeur rapprochée qui est peut-être 1,4 ou autre. D'accord? Donc, c'est l'utilité de l'analyse numérique. Donc, le premier chapitre, il va traiter donc la résolution de ces fonctions. F de x égale à 0 avec différentes méthodes et pour des fonctions qui vérifient certaines propriétés. Dans le deuxième chapitre, nous allons parler donc essentiellement de l'interpolation polynomiale. C'est aussi une histoire d'approximation, mais ici, ce n'est pas une approximation d'une solution d'équation, mais c'est une approximation d'une fonction elle-même. On essaye d'approcher une fonction par un polynôme. Vous faites la distinction entre fonction et polynôme, évidemment. Troisième chapitre, dans le même ordre d'idées, c'est le calcul numérique de l'intégrale. Vous savez, vous avez étudié les intégrales depuis le bac et vous avez aussi étudié les intégrales en première année. Vous savez qu'il y a des intégrales où on peut appliquer des méthodes de calcul direct, des méthodes de changement de variables, d'intégration par partie ou des méthodes de décomposition des fractions. C'est des méthodes que vous avez donc étudiées, mais c'est juste pour un certain nombre de cas. Vous ne pouvez pas résoudre à chaque instant n'importe quel, ou calculer, en fait calculer, parce que c'est une intégrale, donc calculer à chaque fois directement et exactement l'intégrale. Donc, ce que nous allons voir dans ce chapitre, c'est comment obtenir des valeurs approchées de l'intégrale. Comment? En utilisant des méthodes numériques. C'est voilà l'analyse numérique. D'accord? Donc, après le calcul numérique de l'intégrale, c'est la résolution numérique des équations différentielles. Là aussi, vous avez étudié les équations différentielles en S2. Vous avez donc quelques équations différentielles où on peut appliquer donc des méthodes, mais pas pour toutes les équations. Donc, ce qu'on va apprendre dans ce chapitre, c'est comment faire la résolution de quelques types d'équations différentielles, bien sûr qui vérifient certaines propriétés, et toujours la solution va être une solution approchée numériquement. Donc c'est là ce cours. Ce cours, il traite toujours d'une manière mathématique, rigoureuse. C'est des mathématiques, ce n'est pas donc que du calcul. Mais pour pouvoir obtenir des solutions approchées de différents problèmes mathématiques. Nous avons vu ici 4 exemples. Résolution des équations, approximation d'une fonction par un polynôme, intégration numérique, c'est-à-dire calculer la valeur d'une intégrale avec des méthodes numériques, et puis
résoudre des équations différentielles avec les méthodes numériques. Et comme l'algorithmique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette méthode de écrire ou de décrire une méthode mathématique avec un langage intermédiaire qui va être compris par les personnes qui travaillent en informatique, bah, chaque fois qu'on étudie une méthode ici, parmi les méthodes appliquées dans les 4 chapitres, bah, nous allons l'écrire sous forme rythmique en utilisant les commandes les plus simples d'algorithmique, c'est les boucles de calcul et les conditions. Et voilà. Et comme ça, vous aurez une idée. Hein, on ne va pas traiter la partie algorithmique dans les détails, mais vous aurez quand même une idée donc, sur ce qui est l'algorithmique et comment on peut écrire une méthode en utilisant donc la terminologie algorithmique. Introduction de l'arithmétique des ordinateurs, nous n'allons pas, en fait, c'est pas vraiment l'arithmétique des ordinateurs, mais seulement la présentation ou comment présenter des nombres dans différents environnements, donc dans différentes situations. Nous allons voir donc ici l'analyse numérique, je l'ai dit, c'est une discipline mathématique. Je le souligne encore une fois, il est très important de dire que c'est mathématique. Pourquoi? Parce que parfois, ben, si ils entendent analyse, surtout numérique, ben, ils pensent qu'il n'y a que les calculs qui comptent. C'est-à-dire, si j'arrive à calculer une solution numériquement, c'est bon. Non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est une discipline mathématique. La rigueur mathématique, elle doit être là. La logique mathématique, elle doit être là. Les démonstrations, elles doivent être là. On parle de convergence, on parle de majoration de l'erreur, on parlera des dérivés donc énièmes, on parlera de l'ensemble des connaissances mathématiques. Donc, il n'y a pas que des calculs, mais les calculs jouent aussi un rôle important pour comprendre donc ces méthodes. Donc l'analyse numérique, cette discipline, mathématique, il est, on va dire, scindée en 2 parties. Il y a une première partie que nous allons essayer de voir durant ce cours. Bah, elle contient tout ce qui est résolution des systèmes linéaires, intégration numérique, résolution numérique des équations différentielles, quelques problèmes d'optimisation. Bon, nous n'allons pas tout faire, mais nous allons nous situer ici durant cette, on va dire, la première partie du cours. Il y a une deuxième partie, nous n'allons pas donc voir dans ce cours, peut-être vous allez rencontrer ces éléments plus tard pour ceux qui vont avancer dans leur étude au-delà de la licence. Approximation numérique des équations dérivées partielles, les éléments finis, les volumes finis, les méthodes spectrales et autres. Donc nous allons nous situer ici et nous allons travailler donc les 4 problèmes que j'ai présentés tout à l'heure. C'est seulement donc les 4 problèmes. Alors ensuite, maintenant, la première question, c'est une introduction à l'arithmétique des ordinateurs, mais plutôt à la représentation des nombres. Bah, si je vous montre ce schéma qu'on peut rencontrer sur plusieurs livres pour enfants primaire et avant-primaire, et je vous dis que peut-on lire ici? Je vous dis qu'il y a un nombre qui est caché ici ou qui est présenté là. Ce nombre, est-ce que quelqu'un peut donc sur le chat donc écrire la réponse? Est-ce que vous arrivez à voir ce nombre? Bien. J'ai une première réponse. Encore d'autres réponses? Oui. Voilà. Donc, Rabab, Oumeima, Doua, Nouhaila et les autres, oui, vous avez tous vu, évidemment, c'est clair. Dès que je vous dis que là, il y a un nombre, merci, 2132. Dès que je dis qu'il y a ici un nombre, oui, oui, c'est bon, merci, oui, c'est bon. Donc, 2132, dès que je dis qu'il y a un nombre qui est là, tout le monde a pu faire la même lecture. Il n'y a pas de différence entre vous. Pourquoi? Parce que c'est dans notre savoir, c'est comme ça qu'on a pensé les nombres. On a dit, ben voilà, il y a des unités, il y a des dizaines, il y a des centaines, il y a des milliers. Et donc, dans chaque catégorie, il y a un certain nombre de chiffres. Et donc, on peut regrouper et lire. Ben, voilà, exactement, c'est la manière de représenter les nombres. Sauf que dans donc le calcul informatique ou en électronique ou dans d'autres domaines, ben, on n'utilise pas les nombres de la même manière. Donc, ce que nous allons voir ici, c'est les différentes méthodes de représentation des nombres. Bien sûr, ici, c'est la représentation habituelle que nous utilisons chaque fois dans notre vie quotidienne.
Évidemment, vous avez tous répondu, donc c'est 2132. Et donc 2132, ben, c'est comme c'est sur le schéma, il y a 2 fois 1000, il y a un 100, il y a 3 fois 10 et il y a 2 fois 1. Hein, les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Ben, bien sûr, les 1000, c'est 10 à la puissance 3, 100, 10 au carré, 10, c'est 10 à la puissance 1, et 1, c'est 10 à la puissance 0. Donc, on retrouve ici une écriture un peu particulière de chaque nombre, qui est divisé en unités, dizaines, centaines et milliers, ou d'une manière générale, suivant les puissances de 10, comme ici, dans cette définition. Vous avez 10 à la puissance 0, vous avez 10 à la puissance 1, jusqu'à 10 à la puissance n. N'importe quel nombre que nous avons ici, bah, on commence à partir de, bah, il manque ici, en fait, au lieu de A2, ici c'est A0. La dernière valeur ici c'est A0. Donc, au lieu de lire le nombre directement, bah, on le décompose en commençant à droite par les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, et ainsi de suite. C'est des puissances de 10. Ça, c'est l'écriture qu'on connaît à chaque fois. Maintenant, on peut se poser la question, ben, ici, la base, c'est 10, c'est ce qu'on utilise plutôt. Mais si on veut utiliser une base différente pour représenter les nombres dans une autre base, avant de voir l'exemple, je vous dis ici, est-ce qu'il y a une condition sur les AI, à n-1 jusqu'à A0? Est-ce qu'ils peuvent prendre n'importe quelle valeur? Est-ce que je peux dire, par exemple, ici, que A1 est égal à 12? Toujours sur le chat, pour vos réponses. Non. Voilà, j'ai une première réponse non, j'ai une deuxième réponse non. Évidemment, voilà, c'est clair pour tout le monde. Donc, pourquoi? Parce que dès que j'ai ici 12, je sais que je ne suis plus dans le niveau des dizaines, mais je vais passer à un autre niveau qui est les centaines. Donc, les AI ici, vous le savez déjà, ils sont entre 0 et 9. D'accord? Est-ce que ça va être le cas tout le jour, tout le temps? Non, ça dépend de la base. Donc, on peut penser à écrire un nombre quelconque dans une autre base, qui peut être la base 2 ou que peut être la base 60. Peu importe. L'essentiel, l'écriture, elle va être la même, avec des puissances de la base, mais avec une condition différente sur les AI. Si la base est 10, les AI ils vont être entre 0 et 9. Mais si la base est 60, si la base est 60, bah, les AI vont être entre 0 et 59. C'est toujours B-1. La base, B-1. D'accord? C'est pourquoi c'est une condition d'écriture. Donc ici, on dit que l'écriture d'un nombre, et là on généralise la notion de base, on n'utilise plus que la base décimale habituelle, mais une base pour une valeur B quelconque. Bien sûr, B, c'est un entier naturel. Est un entier naturel, donc avec M qui égale AN fois B à la puissance N, AN-1 fois B à la puissance N-1, et ainsi de suite. Donc voilà donc la généralisation de cette notion de base. D'accord? Évidemment, quelle est la condition ici? Bah, la condition, c'est que les différents éléments AI sont entre 0 et B-1. D'accord? Si B est 60, ben, c'est de 0 à 59. Si B est 10, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, de 0 à 9. Et maintenant, si B est 2, bah, c'est entre 0 et B-1, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc, c'est seulement 0 et 1. Ça nous donne la base élémentaire qu'on utilise, qu'on a commencé donc à utiliser au début pour tout ce qui est électronique et informatique. Ça nous donne la base binaire. Bah, c'est quoi la base binaire? Bah, la base binaire, c'est la base qui correspond à B égale à 2. Et pourquoi il est binaire? Parce qu'il n'y a que deux représentations possibles. On ne peut utiliser que des 0 et 1 et c'est souvent utilisé en électronique et informatique. Si vous avez, lorsque vous regardez des films ou des séries et tout, lorsqu'on vous parle qu'il y a piratage informatique, informatique qui tourne, ben vous avez des 0 et 1 qui défilent à l'écran. En fait, pour vous dire, ben voilà, ici on n'utilise que la base binaire et toutes les informations sont transformées
en 7 langages. Si je vous dis que sur vos téléphones portables, par exemple, c'est la base binaire qui est utilisée, bah, vous pouvez imaginer que tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est message, tout, il est transformé avec des 0 et 1, des séries de 0 et 1, c'est la base binaire. D'accord? Donc ici, la notation, ben, lorsque nous utilisons que les nombres décimales, les nombres qu'on utilise dans notre vie courante, on n'a pas besoin de préciser la base. Bah, tout le monde vous dit 1, 2, 3, tout le monde va lire 1, 2, 3 comme 123. Mais maintenant, dans ce cours et dans des situations où vous êtes amené à utiliser plusieurs bases, comme en électronique par exemple, on doit préciser la base. Parce que dans ce cas, si la base n'est pas 10, l'écriture 1 à côté de 2 à côté de 3 ne veut pas dire 123, elle veut dire autre chose. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des confusions, bien sûr, on ne va pas à chaque fois écrire pour n'importe quel nombre que nous écrivons, on va écrire sur une facture, par exemple, on va écrire le montant avec 10. Ça n'a pas de sens parce que c'est la convention, c'est la base qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Mais lorsqu'on travaille sur des cours qui utilisent plusieurs bases, surtout si en électronique ou en informatique par exemple, il faut comprendre que il faut préciser la base. Il y a deux manières pour préciser la base, soit entre parenthèses et on met la base ici, soit en utilisant donc la deuxième notation, barre et la base et en puissance. Les exemples, j'ai cité la base binaire qui correspond à b égale à 2, où il y a deux valeurs possibles. La base octale, elle correspond, il manque un E ici pour octale. La base octale, il correspond à B égale à 8. Et donc là, les AI sont entre 0 et 7, B-1. Donc on peut écrire n'importe quel nombre, le représenter suivant la base octale, mais bien sûr, il faut bien interpréter la base, parce que c'est pourquoi ici, on précise qu'il s'agit de la base octale pour ne pas confondre avec la base décimale habituelle. Et puis, en informatique aussi, on utilise la base hexadécimale. La base hexadécimale, c'est une base qui correspond. Je vous pose la question, quelles sont les valeurs possibles des AI? Vous allez dire B-1 c'est 15, donc c'est de 0 à 15. Mais j'ai un petit souci ici. Ce petit souci est lequel? Je vais vous je vais partager un autre document. Voilà. Donc, j'ai dit que la base, c'est par rapport à B, on va dire B égale à 16, d'accord? Donc, si je vous donne cette écriture-là, voilà. Est-ce qu'il y a une seule manière d'interpréter cette écriture? Nous avons dit tous que AI, dans ce cas, c'est de 0 à 15. Est-ce qu'il y a une seule manière pour interpréter cette écriture-là? L'un parmi vous peut venir ici et nous dire, c'est 1, c'est 2 et c'est 5. Donc, il va multiplier 5 par 16 à la puissance 0. Il va multiplier 2 par 16 à la puissance 1. Et il va multiplier 1 par 16 à la puissance 2. Mais quelqu'un d'autre a tout à fait le droit de dire, non, c'est 12 et c'est 5. Pourquoi? Parce que les AI, elles sont de 0 à 15. Et lorsqu'il va dire que c'est 12 et 5, il va multiplier 5 par 16 à la puissance 0, et il va multiplier 12 par 16 à la puissance 1. Et évidemment, ça ne va pas donner le même résultat. Est-ce que c'est une bonne présentation de nombre? Non. Une présentation de nombre, elle doit être uniforme, c'est-à-dire moi, chacun parmi vous, un étudiant aux États-Unis, un autre en Russie, elle doit lire la même chose, elle doit interpréter la même chose. C'est pourquoi nous avons trouvé, les personnes qui ont dû donc travailler avec cette base, ils ont trouvé donc une convention, une manière pour enlever ce problème. Cette manière, c'est quoi? C'est de dire, les AI sont de 0 à 15, oui,
Mais nous allons les écrire comme ça, de 0 à 9. Et puis, au lieu de dire 10, ben, je vais écrire A, sans oublier que A remplace 10. Je vais écrire B, sans oublier que B remplace 11. Et je vais continuer jusqu'à quelle est la dernière lettre que je vais mettre ici. Bon, oui, alors c'est F. Voilà. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà, comme ça, au lieu d'écrire ce 1, 2, 5 qui peut créer des problèmes, si, euh, si celui qui a écrit cette écriture pense vraiment à 1, 2, 5, bah, elle va écrire 1, 2, 5, là-bas 6. Donc, il n'y aurait pas de confusion. Bah, 5 fois 16 à la puissance 0, 2 fois 16 à la puissance 1 et 1 fois 16 au carré. Par contre, si vous voulez donc la deuxième écriture, au lieu de dire 1, 2, 5, non, il ne peut pas écrire comme ça, mais il doit écrire C, 5 dans la base 16. 5 multiplié par 16 à la puissance 0, c'est, je sais que ça remplace 12. Donc, il n'y a aucune confusion. Maintenant, c'est clair qu'il veut dire cette écriture et non pas la première. Et comme ça, on aura donc des normes que tout le monde va respecter, que tout le monde va comprendre au même niveau. Donc, c'est exactement la manière qui nous aide à résoudre donc cette différence. N'importe quelle base supérieure strictement à 10, n'importe quelle base supérieure strictement à 10 doit donc respecter donc cette logique-là. C'est-à-dire que pour n'importe quelle base qui est supérieure strictement à 10, on doit compléter les écritures par des lettres qui remplacent les chiffres pour qu'il n'y ait pas de confusion. J'ai donné l'exemple de 16, mais on peut l'utiliser pour 12, on peut l'utiliser pour 20 ou pour 60, peu importe. Bon. Mais les bases les plus utilisées, ben, effectivement, sont la base binaire, la base octale, 2, 8, la base hexadécimale avec la base décimale, 10 qu'on utilise chaque jour dans toute notre vie. Voilà. Des exemples, bah, évidemment, 1830, vous savez tous que c'est 10 fois, 3 fois, commençons à droite, c'est 0 fois 10 à la puissance 0, il n'y a pas d'unité, 0 unité, il y a 3 dizaines, il y a 8 centaines et il y a 1 millier. Donc, c'est l'écriture habituelle, il n'y a pas de problème. Mais si je veux écrire 1830 dans la base binaire, bah, ça va me faire cette série de 0 et 1 qui est là. D'accord? Et pour obtenir cette même valeur, bah, regardez ce que je dois faire. C'est, je commence ici à droite, c'est 2 à la puissance 0, et je continue les puissances jusqu'à 2 à la puissance 10 ici. D'accord? Ben voilà, c'est toutes les puissances de 2. Ben, il y a des puissances multipliées par 0 vont disparaître, mais les autres. Et puis, si je fais les calculs, ben, je vais retrouver 1830. La même chose, 1830 dans la base hexadécimale, ben, ça me fait 726. Et le 726 qui est là, ce n'est pas 726. Non, c'est l'écriture de 1830 dans la base hexadécimale. Donc, j'ai 7, 2, 6 de cette manière. Et donc, je sais que je vais commencer à partir de là. C'est 6 fois 16 à la puissance 0. C'est 2 fois 16 à la puissance 1. Et c'est 7 fois 16 au carré. Et ça fait comme total, comme somme, 1830. Donc, voilà. Donc, la même valeur représentée dans différentes bases. Maintenant, pour les exemples les plus élémentaires, bah, nous avons ici un tableau qui regroupe un petit peu donc, les écritures différentes donc, valeurs. Bah, nous avons de 0 à 10, d'accord? Nous avons de 0 à 10. Donc, nous avons ici l'écriture binaire, l'écriture octale et l'écriture hexadécimale. D'accord? Donc, nous avons pour chaque valeur donc l'écriture binaire correspondante. Et là, on a préféré présenter le
maximum de digits, donc de 0 et de 1 sur 4 ou 5 cases. Nous avons ici l'écriture octale sur 2 cases et nous avons hexadécimal sur une case. Donc vous comprenez que dès que la base B est petite, ça va demander beaucoup plus de cases, on va dire de cases comme ça, pour ne pas utiliser donc des termes non définis. On peut le voir ici encore. Regardez, 1830, vous avez combien de cases de chiffres ici? Combien pour ici? La base décimale, c'est la base, c'est 4. Mais là, vous avez beaucoup plus. Et pour 16, vous avez beaucoup moins. Vous avez moins, 3 au lieu de 4. Donc, la même chose ici. Vous avez pour les chiffres de 0 à 9 et puis 10, vous avez donc ces écritures. Et regardez là, vous avez le A qui apparaît là pour vous dire, attention, 10, c'est, il est représenté par une lettre. La même chose pour ce qui est de 11, 12 et jusque 16. Donc, regardez ici, pour 16, on arrive déjà à 5 cases ici, pour la base binaire. Mais seulement 2 cases pour la base octale et autant pour la base hexadécimale. C'est 1, 0. D'accord? Donc, voilà. Et dans cette situation-là, on peut utiliser dans un cours comme celui-là, dans un chapitre comme celui-là, ou dans d'autres matières qui utilisent les différentes bases, il ne faut pas oublier, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il ne faut pas oublier de préciser votre base. Regardez là, si on écrit 1, 1, 0, 1, sans préciser la base, ben, regardez ce que ça donne comme base. Ben, si c'est la base décimale habituelle, ben, évidemment, c'est 1101, il n'y a pas de problème. Mais si seulement que j'ai oublié de préciser que c'est dans la base octale, donc dans la base octale, cette écriture 1101, il ne vaut pas 1101, il vaut seulement 577. Encore mieux. Si j'ai oublié, c'est cette écriture-là, mais c'est en base binaire b égale à 2, mais j'ai oublié de préciser la base, bah, regardez ce que ça donne, c'est seulement 13, et c'est loin d'être 1101, que je peux donc dire par erreur. Donc là, bah, bien sûr, on va pas, je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas préciser la base dans n'importe quel nombre qu'on écrit, mais lorsqu'on travaille sur des chapitres comme cela ou sur des matières qui utilisent les différentes bases, bah, il faut préciser la base, c'est important. Bien. Maintenant, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on peut passer d'une base à l'autre? Comment j'ai fait ici pour trouver que c'est 577? Ou comment j'ai fait ici pour trouver que c'est 13? D'accord? Donc, ça fait ce qu'on appelle donc la conversion. J'ai une écriture dans une base. Comment je peux convertir cette écriture pour euh, passer à une autre base? Bon. On va citer quelques exemples de conversion simple. Bon, la première, la plus simple, c'est lorsque j'ai un nombre qui est dans une base, B, et que je veux transformer en la base décimale. Décimale, c'est la base 10, c'est la base habituelle. Donc, il suffit de faire quoi? Il suffit de calculer. J'ai cette écriture-là dans la base binaire. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et là, attention à ne pas commettre d'erreur ici. J'ai 5. La définition commence toujours à 0 ici. Donc, lorsque j'ai 5, je sais que je vais commencer par 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 3, et 2 à la puissance 2, puis 2 à la puissance 3, puis 2 à la puissance 4. J'ai 5 chiffres, 5 cases, donc c'est 2 à la puissance 4. Et si j'ai 4, c'est 2, 3 à la puissance 3. Donc, il ne faut pas commettre cette erreur. Ou bien, commencer directement à droite ici, et commencer à 0 et progresser. De toute façon, j'ai ici 1 fois 2 à la puissance 4, 1 fois 2 à la puissance 3. J'ai ici 0 fois 2 au carré, qui n'apparaît pas ici parce que c'est 0. 0 fois 2 à la puissance 1, qui n'apparaît pas pour la même raison. Et j'ai finalement 1 fois 2 à la puissance 0. Évidemment, j'ai 2 à la puissance 4, c'est 16. 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 0, c'est 1. Multiplié par 1, c'est 1. Et cette écriture binaire, elle vaut 25. D'accord? Lorsque je ne précise pas de base ici, bah, ça veut dire que c'est la base décimale habituelle. C'est l'objet de la transformation, de la conversion. D'accord? La même chose ici, je peux utiliser un exemple avec une base 3, même s'il est peu utilisé. 1, 2, 0, 1 dans la base 3. La même chose, 4 cases, 4 chiffres. Donc, je commence par n-1, c'est-à-dire 3 au lieu de 4 chiffres. Donc, je commence par la puissance 3 et je continue jusqu'à la base 0. Ou je peux commencer ici et remonter les puissances jusqu'à 3. Je fais les calculs, je vais trouver 46.
La même chose ici, une base qui est hexadécimale avec 5 cases. Donc, je sais que la puissance, avec 4 plutôt, oui, 4 cases. Je sais que la puissance, que la première puissance va être 3 et je continue les autres puissances. Ou bien je vais donc commencer à droite et continuer. Bien, voilà. Je vais écrire 7 fois 16 à la puissance 3, la base c'est 16, et j'ai 4 cases, donc je commence par une puissance 3, plus 10. Quelqu'un m'a posé la question parmi vous, monsieur, pourquoi on écrit ABCDE? On écrit ABCDE, pourquoi? Parce que je ne peux pas écrire 10. Si j'ai ici 10, 1 et 0, est-ce que je vais dire que j'ai 4 cases ou que j'ai 5 cases? Personne ne peut savoir parce que vous pouvez dire non, j'ai 5 cases, donc 1 seul et 0 seul, sont deux valeurs différentes. Mais quelqu'un d'autre vous dit non, mais c'est la base 16. La base 16, c'est de 0 à 15. Et donc, moi, je peux considérer 10 comme unité, comme une seule case. Les deux points de vue sont possibles, mais est-ce qu'ils sont justes? Personne ne peut savoir. Donc, on utilise une convention. Vous savez ce que c'est qu'une convention? Tifaq. Une convention de dire que pour les bases qui sont supérieures à 10, lorsqu'on arrive à 9, on termine, on complète par l'alphabet. Mais sans oublier que ces symboles qu'on met sont des symboles, ce ne sont pas des lettres, on va dire des symboles, sont des symboles, ont des valeurs numériques. Par exemple, ici, j'ai A. Lorsque je veux calculer, ben, j'ai 10 ici. Je ne peux pas multiplier A par 10, par 16 au carré. Ça n'a pas de sens. Mais j'écris A et j'oublie pas que A c'est 10. Lorsque je veux calculer, je remplace A par 10. La même chose pour E ici. C'est 14. D'accord? Donc, c'est une convention, c'est une méthode qui a été inventée et après tout le monde s'est dit, donc voilà une bonne méthode que tout le monde peut utiliser pour éviter les erreurs et pour éviter donc les interprétations, les différentes interprétations. Donc maintenant, c'est une convention, tout le monde l'utilise et il faut comprendre que chaque lettre a une valeur. Si j'utilise la base hexadécimale 16, bah, je sais que j'ai 0 à 9, puis A, B, C, D, E et F, qui est 15, et je m'arrête. Mais si j'utilise une autre base, disons 20, je vais dire 0,9, et puis A, B, C, D, E, F, et je continue jusqu'au 19, d'accord? Et chaque valeur numérique, elle est symbolisée, elle est représentée par une lettre. C'est seulement pour éviter les confusions d'écriture. Après, dans les calculs, bah, vous voyez ici, chaque lettre retrouve sa valeur. D'accord? Je fais les calculs et je trouve que cette écriture, seulement 4 cases, ça me donne 31 390. Alors que 4 cases avec la base 3, ça me donne seulement 46. Et encore 5 cases pour la base binaire, ça me donne seulement 25. Donc ici, vous voyez que dès que la base est grande, dès qu'on a moins de cases. Et pourquoi je parle de cases? Parce qu'il faut, comme c'est un cours d'analyse numérique, il faut penser à ce qui est mémoire et pas seulement ordinateur, parce qu'on peut dire bah les ordinateurs aujourd'hui ils ont une grande mémoire, donc on n'a pas besoin de faire attention à cela. Pensez à une calculatrice. Tous, vous êtes des scientifiques, certainement, lorsque vous avez étudié la probabilité, on vous a parlé de n factoriel, et les plus curieux parmi vous ont essayé de calculer des valeurs factorielles pour n qui prend des valeurs qui sont très grandes. Vous savez, avec les calculatrices qu'on utilise, scientifiques, qu'on utilise au lycée, bah, sur quelques catégories, on ne peut pas dépasser 50 factoriels. Sur d'autres, on ne peut pas dépasser 70 factoriels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place mémoire pour faire les calculs. Parce que factoriel, vous savez, n factoriel, c'est n multiplié par n-1, multiplié par n-2, ainsi de suite. Donc, lorsque vous tapez 30 factoriels, la calculatrice derrière, elle fait des calculs. Il faut beaucoup d'opérations. Et pour ces opérations, il a besoin de cases pour stocker les chiffres calculés. Donc, vous pouvez encore faire l'expérience après. Prenez votre calculatrice, essayez de calculer la plus grande valeur n factorielle possible. Ça dépend de votre marque de calculatrice,
Ben, il y en a des calculatrices qui vont s'arrêter à 50, d'autres qui vont s'arrêter à 60, d'autres qui vont s'arrêter à 80, je ne sais pas. Mais il y a un problème avec la mémoire. La mémoire, elle est schématisée par des cases où on met en place des chiffres. Donc ici, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les bases 2, 8 et 16 sont utilisées en électronique, mais aussi en informatique. Au début, c'était que la base binaire, mais après, on s'est rendu compte qu'il y a besoin de plus, donc on utilise aussi d'autres bases. Voilà. Bien. Première transformation, une base quelconque vers la base décimale habituelle. La deuxième transformation, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi l'inverse? Ben, j'ai une valeur, 41 par exemple, là, je vais l'écrire en binaire. Donc ici, nous avons une méthode qui est dite la méthode des divisions successives. Donc, voilà. Alors, j'ai la base 2 et je vais écrire 41 qui est, bon, 41 qui est dans la base décimale. Je vais l'écrire suivant la base binaire 2. Je vais effectuer cette transformation. D'ailleurs, c'est le genre de transformation que font tout ce qui est machine, calculatrice, ordinateur et tout. Les machines ne font pas les opérations de calcul en utilisant, comme les humains, en utilisant la base décimale. Non, ils font les calculs en utilisant la base binaire ou la base octale ou hexadécimale. Donc, lorsque vous prenez votre calculatrice et vous tapez donc 50, bah, l'ordinateur, la machine, déjà, elle transforme 50 en écriture binaire. Pour les calculatrices, c'est le binaire. Et, ou bien octale. Et puis, elle attend l'autre opération et elle fait ses calculs avec le binaire, chose qui demande beaucoup de cases mémoire ou d'espace. Donc maintenant, la méthode basée sur les divisions successives, comment je vais faire cette opération? Les divisions successives, c'est en fait de prendre 41, voilà, et de diviser 41 successivement par 2, qui est la base souhaitée. Bien sûr, ici, j'ai 20. 20 multiplié par 2, c'est 40. Le reste, c'est 1. Et je prends le quotient, kharij, je le divise à nouveau par 2. Ici, 20 divisé par 2, c'est 10. Le reste, c'est 0. Et je continue l'opération. Ce sont des divisions successives. Je fais une division euclidienne, c'est-à-dire je ne fais pas de virgule. Voilà, division euclidienne, c'est le quotient et le reste. Je divise à nouveau par 2. Donc j'aurai 5. Le reste, c'est 0. Pareil, ici, je divise le quotient, kharij, par 2. J'aurai 2, mais le reste, cette fois, c'est 1. Finalement, je divise, c'est l'avant-dernière étape en fait, je divise 2 par 2, donc c'est 1, le reste c'est 0, mais je peux aussi essayer de diviser 1, comme ça j'aurai le quotient 0 et le reste c'est 1. Et évidemment ici, j'ai le quotient qui est 0, donc je ne peux plus diviser, ça veut dire c'est l'arrêt, c'est stop, hein, je ne peux plus continuer, d'accord? Voilà. Maintenant, comment je vais obtenir cette écriture binaire? Ben, je vais remonter les restes. C'est-à-dire, je vais commencer par le dernier reste que j'ai obtenu ici. 1, d'accord? Voilà. Ensuite, 0. Ensuite, 1. Ensuite, 0. Ensuite, 0. Et finalement, 1. Et je vais dire que 41, voilà, dans la base décimale, c'est cette écriture binaire. C'est ce que on appelle la méthode de division successive. D'accord? Je divise par la base. Je prends la valeur décimale que je veux transformer, c'est 41 ici, et je fais mes divisions successives. Et il ne faut pas oublier de remonter, hein, donc de commencer ici par la dernière valeur du reste obtenu, 1, 0, 1, 0, 0 et 1. Après, bien sûr, je vais arrêter donc cette page et revenir sur ma présentation. Vous n'avez pas compris pourquoi 13 bah, et E c'est 14. Bah, parce que A c'est 10, A c'est 10, B c'est 11 et vous continuez le compte. Hein, c'est la règle que j'ai donc expliquée. Lorsque la base est supérieure à
lorsque la base est supérieure à 10, ben je considère les AI de 0 à 9. Et comme ce n'est pas encore terminé, comme il y a d'autres valeurs, ben je dois compléter. Je ne vais pas compléter par 10 parce qu'il y a source de confusion. Donc, je vais compléter au lieu de 10, de dire c'est A, mais A représente 10. 11 va être représenté par B, et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà pourquoi, là, il y a des questions. Vos camarades disent, mais pourquoi E c'est 14? Ainsi de suite. Voilà. De moment que je suis en train de regarder les questions, monsieur, j'ai une question s'il vous plaît, où je peux trouver l'enregistrement de ce live. Ah, ce n'est pas sûr qu'il y aurait donc que l'enregistrement va être disponible. Le live, c'est une séance qui doit être présentielle, entre guillemets, c'est-à-dire vous devez assister à la séance. Par contre, il y aurait des vidéos, de short vidéos, donc des vidéos courtes, qui vont vous expliquer une notion à la fois. Donc, c'est des vidéos de 10-15 minutes, pas plus. Donc, les vidéos, je vais les poster au fur et à mesure donc sur, euh, la page modèle de ce groupe. Voilà, je pense que c'est bon pour les questions et je peux continuer. Bien. Donc, je vous ai montré comment faire la transformation pour 41. Ben, c'est la valeur. Ici, c'est écrit sur la ligne. 41, c'est 2 fois 20 plus 1. Puis je prends ici le quotient, très riche, et je le divise à nouveau. 20 divisé par 2, c'est 2 fois 10 plus 0. 10, c'est 2 fois 5 plus 0, ainsi de suite. Puis regardez ici, il y a un jeu de couleurs comme ça va me permettre de remonter les restes. J'ai 1 ici, la dernière valeur c'est 1, 0, 1 et ainsi de suite. Et voilà la valeur que j'ai trouvée. Je peux faire la même chose ici pour 1830 dans la base 16. Donc je divise 1830, division euclidienne. D'accord? Esmal euclidia. 1830 divisé par 16, c'est 16 fois 144 plus 6, avec le reste. Et je fais quoi? Je prends le reste, le quotient, très riche, qui est 114, je le divise à nouveau par 16. C'est 16 fois 7 plus 2. Je considère encore le quotient, qui est 7, divisé par 16, bah, le quotient c'est 0, le reste c'est 7, parce que 7 est inférieur à 16. Et donc, voilà, le quotient égal à 0, c'est l'arrêt. Je ne peux plus continuer à diviser. Ensuite, donc, je vais regrouper dans le sens inverse. J'ai 7, J2 et J16, J6. Donc 7, 2 et 6 dans la base 16. La même chose ici. Euh, Ici, c'est 479 que je vais écrire dans la base 7. Alors, je vous ai dit que les bases les plus utilisées sont 2, 8, 10 et 16, mais on peut utiliser n'importe quelle base. Donc ici, c'est un exemple où je vais transformer 479 en écriture dans la base 7. Bah, je vais diviser par 7 successivement. Le reste ici, c'est 3. Je reprends le reste ici, c'est 5. Le reste ici, c'est 2. Et puis, je classe les restes dans l'ordre croissant. Je vais commencer par 1 en premier, 2, 5 et 3. Oui, c'est correct. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai cru que j'ai inversé donc ces éléments. Voilà donc les deux transformations les plus importantes. J'ai une écriture dans la base B quelconque, B c'est 2, 4, 8, 16 et autres. Je veux transformer, revenir vers une valeur décimale, ben, je vais faire les calculs rapidement. L'inverse, j'ai une valeur décimale, je veux transformer vers une base, ben, je vais faire quoi? Ben, je vais faire les divisions successives en inversant l'ordre des restes. C'est ce que je vous explique. Il y a des cas un peu particuliers, c'est lorsque je veux passer d'une base à une base qui est correspondante, avec une relation de puissance, par exemple de 2 à 8. On sait tous que 8, c'est 2 au cube, c'est 2 à la puissance 3. Donc ici, il y a des méthodes de passage qui sont plus simples encore. Par exemple là, j'ai cette écriture dans la base 3, je veux le transformer en écriture dans la base 9, qui est 3 au carré. Je fais quoi? Ben, je regroupe deux cases, parce que 9, c'est 3 au carré. Deux cases dans la base 3 vont nous donner une case dans la base 9. Et donc, je regroupe ici, je fais les calculs de cette valeur-là, ça va me donner 1. Je fais les calculs de cette valeur-là, ça va me donner 2. Cette valeur, par contre, là,
va me donner 2 fois 3, c'est 6, plus 1, c'est 7. Et celle-là va me donner 1. Et donc, j'ai une transformation rapide. La même chose pour passer de 2 à 16. Tout le monde sait que 16, c'est 2 à la puissance 4, donc je dois regrouper par 4. Et je commence à droite ici. Donc, 4, puis 4. Et comme ici, il me reste que 3, ben je complète par un 0 qui ne veut rien dire parce que c'est un 0 à gauche. Donc ici, je fais le calcul de chaque groupe et j'aurai 5, 6. Et là, voilà pourquoi ça répond à la question de votre camarade tout à l'heure, encore une fois. Pourquoi j'ai écrit ces E? Parce que si je veux calculer ce groupe-là, j'aurai ici 2 fois 2 à la puissance 1, c'est 1. 2 à la puissance 2, c'est 4. Et 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 plus 4, c'est 12. Et plus 2 ici, c'est 14. Voilà, 14, c'est E. Faites le calcul. A, c'est 10. Voilà, vous continuez. Vous arrivez à E, c'est 14. Et donc, au lieu d'écrire 14 ici, parce que ça va engendrer des erreurs, bah, on écrit E, mais on ne doit pas oublier que E remplace 14. Voilà. La même chose, on peut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire pour passer d'une base 16 qui est 2 à la puissance 4 à une base 2, une seule case de la base 16 doit être répartie en 4 cases dans la base 2, parce que c'est 2 à la puissance 4. Donc, on aura F, c'est 15. Là, 15 transformé base binaire, ça va me donner 4 fois 1 comme ça. L'autre élément, ainsi de suite. Et je regroupe le tout pour obtenir donc l'écriture en base binaire. La même chose ici. Une écriture dans la base 8 qui est égale à 2 à la puissance 3. Pour passer donc à une écriture binaire dans la base 2, ben, il faut chaque élément dans la base 8 l'écrire sur 3 cases pour la base 2. Donc, je fais la répartition de chaque valeur ici, 6 sur 3 cases. Et voilà, donc nous avons la présentation. Voilà, bien. Alors, pourquoi ces éléments-là? Ces éléments-là, je dis parce que dans tout ce qui est appareil électronique et informatique, ben, la machine ne comprend pas le calcul habituel que font les humains, que nous faisons à chaque fois, poser une opération décimale, faire les calculs et tout. Non, les machines utilisent d'autres bases et ils transforment tout dans ces bases pour pouvoir faire les calculs. Donc, notre souci, c'est un souci de mémoire. Parce que regardez pour des chiffres qui sont très simples, regardez combien de 0 et de 1 il faut écrire. Ben, si on dit que chaque 0 et 1 va occuper une case mémoire, ben, regardez combien de milliards de cases mémoire sont nécessaires pour écrire des nombres qui sont grands. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de 50 factoriel ou de 60 factoriel. D'accord? Donc, au début, lorsque l'analyse numérique commence et l'informatique ont commencé à se développer, il y avait ce problème. On pouvait, parce que quand même, c'est une chance d'avoir l'informatique, ça nous permet de faire des programmes importants, de faire tourner des programmes qui vont nous donner des précisions énormes, des valeurs donc et parfois, vous avez donc un programme qui va tourner au début avec des machines moins puissantes et peut tourner plusieurs heures, voire plusieurs jours, et puis à la fin, vous avez arrêt. Pourquoi? Il n'y a plus d'espace mémoire, il n'y a plus de cases mémoire, il n'y a plus de. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, certes, aujourd'hui, les machines, les centres de calcul, vous avez des ordinateurs donc puissants, c'est vrai, mais la question, il est toujours posée, c'est d'abord la case mémoire et puis les délais d'exécution. Combien de temps nous faut pour faire des calculs? Donc ici, nous allons parler un petit peu, ces quelques dernières 5 minutes, on va dire, pour parler de comment ils sont représentés les informations sur machine électronique, ordinateur et autres. Bah, c'est ce qu'on appelle le codage binaire et octal. Bon, ça a commencé par binaire, symbolisé que pour des 0 et 1, et ça s'appelle le bit, en français ou en anglais. C'est un byte, mais avec i, c'est 0 et 1. Et un groupe de 8, ça s'appelle en anglais un byte avec Y. Donc la différence, c'est ça. C'est que on peut représenter une information avec un bit de 0 à 1, ou bien 8 informations avec un byte avec Y, qui est en français appelé octet. D'accord? Pour faire référence à 8. Octet. D'accord? Donc, deux états seulement possibles. Chaque
Si on vous dit que voilà, la mémoire, il est constitué que de bits, bah, chaque bit va être soit 0, soit 1. Et après, il faut classer l'information, la représenter, ainsi de suite. Par contre, pour un octet, nous avons combien de cases? Nous avons 8 cases. Nous avons 8 cases et chaque case va contenir deux informations possibles, soit le 0, soit le 1. Donc, il y aurait combien de cas? Ben, il y aurait 2 fois 2 fois 2, 8 fois, c'est-à-dire 2 à la puissance 8, c'est-à-dire 256 états possibles. Ça, c'est pour un octet. Pour deux octets, bien sûr, c'est 256 fois 256, et nous aurons déjà plus de 65 000 possibilités ou états possibles. Si on utilise 3 octets pour représenter des données, ben, on aura ce que vous voyez devant vous qui s'élève déjà à 16 millions d'états possibles pour 3 octets. Donc voilà comment donc on doit comprendre. Donc une case, l'octet c'est 8 cases, et donc chaque case peut contenir 0 et 1. Donc ça va nous faire des combinaisons. Comme il n'y a pas de relation entre les cases, ça augmente rapidement. Et l'octet, c'est un petit peu l'unité de base en informatique. Vous voulez acheter un téléphone, vous cherchez il y a combien de mémoire, si on gigaoctets ou gigabytes, et voilà, donc ça, c'est l'unité un petit peu qui nous permet de mesurer les mémoires des machines et des appareils électroniques. Donc, mais est-ce qu'on a besoin de présenter que les chiffres? Évidemment non. Dans nos ordinateurs, dans nos calculatrices, nous avons des lettres, nous avons des caractères spéciaux, nous avons des images, nous avons des vidéos, et donc ça va faire que il faut élargir donc ces éléments-là. Comment élargir? Ben, c'est qu'un octet ne représente pas seulement les chiffres, mais aussi tout ce que j'ai cité. Des lettres, des signes de ponctuation, les virgules et autres, et des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux réservés à des langues. Par exemple, en langue française, on trouve les accents. Donc, tout ce qui est caractère accentué. En arabe, ben, on trouve ma ou shda, donc qui sont des caractères donc spéciaux pour la langue arabe. Et dans d'autres langues, on trouve aussi de langues. Donc, il fallait trouver donc un moyen pour communiquer avec la machine et que les machines, entre elles, pouvoir communiquer. C'est-à-dire, si moi je dis, ben, je commence à 0, les chiffres c'est 0 à 9, puis l'alphabet à partir à 10, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, voilà, je vais donc avoir, et puis je termine l'alphabet, j'arrive à Z, et puis je mets les virgules, la ponctuation, et puis je mets, est-ce que c'est garanti que quelqu'un d'autre qui travaille dans un autre pays va faire la même présentation? Peut-être que non. Peut-être qu'elle va penser qu'il faut commencer par qu'il va commencer par les lettres. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait problème, ça va être impossible de discuter entre nos deux machines. C'est pourquoi, depuis le démarrage un petit peu, le commencement de développement de l'informatique, là, il y avait donc ce qu'on appelle donc le codage de la communication entre les machines à travers des normes standards. D'accord? C'est que un octet peut contenir toutes les informations, mais avec une classification donnée. C'est-à-dire quoi une classification donnée? C'est que le caractère noté 1, théoriquement le premier, voilà, on se met d'accord que c'est le premier. Bon, maintenant, il y avait plusieurs normes standards. La norme standard plutôt qui est utilisée maintenant, c'est la norme American Standard Code for Information Interchange. Vous savez, c'est interchange, c'est échanger. Donc, c'est un code qui est devenu maintenant, on va dire, universel, c'est-à-dire tous les ordinateurs, les fabricants d'ordinateurs, de logiciels utilisent ce code. Il est constitué de 256 possibilités. Nous avons vu pour un octet, 256 possibilités. Donc, nous avons 256, c'est tous les éléments de clavier, les chiffres, les lettres et les caractères spéciaux. Donc, le fait que les machines électroniques font calcul donc, dans une autre base, ça peut nous pousser à se poser la question, est-ce qu'on peut faire des opérations dans la base 2 directement, dans la base 2, dans la base 8 ou dans la base 16? Parce que les opérations de calcul que nous faisons
dans la base décimale, on les apprend depuis notre jeune âge à l'école. Et puis voilà, c'est ce qu'on continue à faire tout le temps. Les calculatrices nous aident, mais est-ce que derrière l'écran, ils font les opérations de la même manière que nous? Non. La réponse est non. Donc, il y a d'autres manières. Donc ici, je vais vous donner juste un exemple d'opération, d'addition plutôt, d'addition binaire. Ben, les intéressés, ils peuvent chercher davantage, ils peuvent lire davantage, euh, d'accord, faire quelques exemples. C'est intéressant parce que ces éléments, ceux qui vont faire l'électronique, par exemple, ils vont le retrouver. Ceux qui vont peut-être faire d'autres parcours, ils vont retrouver ces calculs d'une manière ou d'une autre. Donc, l'addition binaire, c'est quoi? Ben, l'addition binaire, c'est que ben, lorsque nous avons 0 plus 0, bah, binaire, il n'y a que des 0 et des 1. 0 plus 0, c'est 0, il n'y a pas aucun problème. 1 plus 1 plus 0 et 0 plus 1, ça donne 1. Mais 1 plus 1, ça donne, mais avec un retenu de 1. Pourquoi? Revenons donc revenons à l'addition habituelle, décimale. Lorsque dans une opération, nous avons 9 plus 6, ben, 9 plus 6, c'est 15. Ben, vous savez tous que je ne peux pas écrire 15. Ça dépasse la capacité de la case réservée à cette opération. Donc, je vais mettre 5 et faire donc une retenue de 1. En fait, le retenu de 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dépassé 10 et que je dois changer de niveau. J'ai été en unité, et maintenant j'ai 15 unités. 15 unités, ce n'est pas possible. Donc 15 unités, il y a 5 unités, il y a une dizaine. Donc 5 va prendre place dans les unités et la dizaine va passer de l'autre côté avec les dizaines. C'est exactement le même principe. Sauf que la case ici de binaire, il contient que 0 et 1. Lorsque je vais faire le calcul de 1 plus 1 égale à, que 1 plus 1 égale à 2, ben, je ne peux pas mettre 2 parce que la case ne peut pas retenir 2. Donc, il faut faire cette translation. Et donc, on fait une opération comme d'habitude, sauf qu'il faut faire attention que chaque case ne peut pas contenir plus de 1. C'est ou bien 0 ou bien 1. Et s'il faut, ben, il faut utiliser la retenue à chaque fois. Si on veut effectuer, comme dernier exemple, avant de terminer cette séance, si on veut effectuer l'addition binaire de cette opération, j'ai 34 et j'ai 27. C'est comme ça que ça se passe dans une calculatrice. Si c'est 34 plus 27, dans la mémoire de la calculatrice, vous avez 34 qui est transformé en binaire, 27 qui est transformé en binaire. On fait une addition binaire, on trouve la somme et puis on vous affiche, on fait une transformation, on vous affiche donc le résultat décimal. Donc c'est ce que je vous montrer le résultat et je vous demande je vous laisse le soin de faire donc l'opération. Donc d'abord il faut transformer 34 et 27. Transformer 34, ça va me donner cette série de 0 et 1. Transformer 27 va me donner cette série de 0 et 1. Et puis je commence par faire la somme. J'ai 0 plus 1 qui est 1, 1 plus 1, et puis voilà, je dépose l'opération comme une opération d'addition et je fais suivant ces règles-là. D'accord? Et à la fin, je peux vérifier en calculant directement la somme 34 plus 27, c'est 61. Et je peux transformer directement 61 en une écriture binaire pour comparer. Bah, je vous demande de faire ce petit calcul. Ça va vous permettre d'être informé. Bon, et comme ça, je vais terminer cette séance si vous avez des questions. Cette première séance, en fait, euh, était une séance introductive pour voir un petit peu la disponibilité. Oui, alors oui, c'est vrai, il y avait erreur ici. Je l'ai remarqué hier encore et j'ai pas. Oui, oui, ça n'a pas été corrigé. Votre camarade ici a fait la remarque. Euh, 1 plus 1, c'est 0, oui. Votre camarade a raison. C'est comme si vous faites 5 plus 5 égale à 10. Donc, vous écrivez 0 et vous retenez 1. D'accord? Alors, c'est à quel niveau? Oui, c'est à ce niveau-là. Voilà.
C'est à ce niveau-là. La remarque de votre camarade est bonne, je l'ai déjà remarqué hier et malheureusement j'ai oublié de corriger ça. Ça, c'est les conditions un petit peu des lives. 1 plus 1, c'est 0 et je retiens 1. Quand est-ce que j'aurai 1 comme résultat? C'est lorsque je vais retenir 1 et j'aurai encore 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 0. Avec la retenue 1, donc le tout, ça va me faire 1 avec le retenu. Je vous encourage vraiment à faire ces calculs, à corriger cette erreur, à faire ces calculs, à prendre d'autres exemples parce que c'est un calcul qui est important pour comprendre la logique. On peut aussi faire des on peut aussi faire des calculs utilisant la base octale, 16 ou la base, mais c'est encore un peu, bon, c'est pas difficile, mais ça demande un peu plus d'effort dans la base 8. Donc voilà pour cette séance introductive. Nous avons parlé des objectifs de cours. Euh, j'ai présenté le contenu du cours que nous allons faire ensemble. J'ai présenté la méthodologie de travail. Nous sommes dans une situation sanitaire particulière. Donc, il faut travailler différemment. L'idée de dire, ben voilà, je vais regrouper les cours et les TD, chercher des photocopies, et puis à 2, 3 semaines de l'examen, je vais me concentrer, faire la prépa ou faire la préparation, ce n'est pas une bonne méthode aujourd'hui. Une bonne méthode, c'est de travailler d'une manière continue et graduelle. C'est-à-dire, j'assiste dans la mesure du possible à mes séances live. S'il y a des vidéos qui sont postées, je regarde les vidéos 1, 2 fois, j'essaye de faire les calculs en même temps. Et le cours, la présentation, à chaque fois, il est disponible, donc il faut lire et relire. Préparer des questions, les poser sur le forum de discussion. Échanger avec vos camarades, être à jour, c'est le mot, être à jour. Vous avez un modèle, vous avez un outil important de travail, et donc, pour bénéficier pleinement, c'est ce qu'il faut faire. Ben, laisser tout à la dernière minute, ce n'est pas une bonne solution. Donc, à partir de la séance suivante, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, où je vais poster une vidéo, ça dépend de l'état d'avancement de la préparation. Dans ce cas, est-ce que, je sais pas, est-ce que non. Dans ce cas, nous allons parler en fait, nous allons entamer le premier chapitre qui est la résolution des équations non linéaires f de x égale à 0, la résolution numérique. D'accord? C'est là la différence. Donc, nous allons voir d'abord c'est quoi cette notion d'équation non linéaire. Ça veut dire quoi une racine d'une équation non linéaire, comment localiser une racine et comment chercher une valeur approchée en utilisant les méthodes d'analyse numérique, un certain nombre de méthodes. Voilà ce que nous allons entamer donc la prochaine fois. Bah, pour terminer cette séance, j'ai répondu à toutes les questions qui sont posées sur le volet chat, mais s'il y a une ou deux autres questions, ben, les étudiants concernés peuvent les poser. Je peux répondre à quelques questions avant de terminer cette séance. Au cas échéant, si quelqu'un a une question, ben, il peut activer son micro et poser sa question. Est-ce que je dois supposer que tout est clair, vous n'avez pas de questions? Ben, si c'est le cas, ben, cette séance prendra fin à l'instant même. Et à bientôt sur Modèle d'abord pour la suite